Donc on repart. Attends, juste avant de passer aux élections, parce que Denis, tu me disais que ce matin, Rexecode a publié ses... En gros, si tu veux l'idée, là, je résume, et ce que j'entends moi. Les chefs d'entreprise sont un petit peu dans l'idée, ok, l'année prochaine, on part septembre, hein, voilà, on va dire septembre 2022, été 2023, c'est pourri. Ouais. On peut espérer que ça repart septembre 2023. Et à ce moment-là, on serre les fesses, on serre les coups et on tient le choc. C'est ta vision du truc ? Oui, alors il faudrait que ce qui se passe depuis quelques semaines sur les cours des matières premières, il y a quand même un retournement à la baisse sur les cours des matières premières, pas sur le pétrole, mais sur les matières premières industrielles, ça commence à baisser. Donc que le premier facteur de hausse des coûts se détende. Ça, ce serait vraiment le phénomène qui permettrait justement la réalisation de cette mécanique. C'est intéressant de regarder septembre, parce qu'effectivement, sur cette période-là, nous, on a mis 0 de croissance. Mais, ouais, c'est ça. Donc, on fait 0,3. Et après 2023, tu veux pas, Nicolas. Ouais, et donc, entre-temps, tu sers sur l'emploi. Ouais. Ouais. Oui, enfin, j'aime bien l'idée de dire de reporter le problème à fin 2000. Ouais, voilà, c'est ça. À fin 2023. T'es confortable avec ça, comme disent les Anglais, là. Ouais, okay. Ah tiens, non, j'avais encore un petit truc, parce que la dernière fois qu'on était venu, y a eu un petit peu d'émotion dans la presse autour du Apple Pay Later, et on avait discuté, c'était très intéressant, sur donc Nicolas m'expliquant qu'il ne croyait pas une seconde que les GAFA pouvaient devenir des banques, et il se trouve qu'il y a, je ne sais pas si tu as vu ça, une interview très intéressante de John Collison, qui est un des fondateurs de Stripe, donc dans les systèmes de paiement, etc., et qui, alors tu aurais pu écrire le truc, donc c'est quand même jeune start-upper américain d'une boîte qui est, alors je ne sais pas comment on dit maintenant, enfin bref, c'est des dizaines de milliards de dollars. Les banques ont un rôle très spécifique dans notre économie, dit-il, qui est celui d'accroître l'argent disponible via les dépôts et les prêts. C'est très complexe, dit-il, et ça demande une très grande vigilance. Stripe est différent. Nous déplaçons l'argent d'un endroit à l'autre dans le monde, et c'est bien suffisant, dit-il. Voilà. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Les GAFA se retirent, hein. Entre le moment, sincèrement, je n'imaginais pas que aussi vite on allait avoir des signaux sur montrant que oula, on touche pas à ça. Quoi. Ouais. Il va se retirer. Les élections, Denis, qu'est-ce qui t'intéresse ? Sur les élections, alors j'ai pas encore compris où étaient les 80 milliards. Enfin, on se fait un petit coup, la petite séquence TVA sociale là. Ouais, c'est pas mal. Moi j'ai trouvé ça habile. Ouais, c'est. En fait, les 80 milliards, si j'ai bien compris, c'est le passage du déficit budgétaire d'aujourd'hui à celui à la fin du quinquennat. 2027, exactement. Absolument. 2027. Absolument. Comme il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'évolution, donc forcément, il va falloir taper. Il va falloir taper, donc il faut trouver 80 milliards, puisqu'il y a un des deux chiffres qui bouge pas. Ouais. Si le pourcentage baisse, c'est que c'est l'autre qui bouge, donc c'est les dépenses budgétaires. C'est facile l'économie, hein. Non, mais attends, Denis, pardon, parce que là, pour le coup, Dieu sait que c'est pas ici qu'on va défendre Jean-Luc Mélenchon, mais il a parfaitement raison. Il n'y a rien. On en avait parlé ensemble. Le programme présidentiel d'Emmanuel Macron, 50 milliards d'efforts budgétaires. C'est quoi les 50 milliards d'efforts budgétaires ? Sur quoi tu documentes ? Tu documentes sur le plein emploi. Ouais. Tu documentes sur la réforme des retraites, je ne sais pas où elle en est, et tu documentes sur 15 milliards d'efficacité du secteur public. Avec facturation électronique et des trucs comme ça, 15 milliards à aller chercher. La réponse, elle est très simple. Ouais. On est dans une situation exceptionnelle, donc il n'y aura pas de réduction du déficit budgétaire. Voilà, donc les 80 milliards, ils continueront à être dépensés. Mais qu'ils le disent. Tu comprends ? Moi, franchement, j'ai un vrai problème. C'est-à-dire, je veux bien qu'on dise tout ce qu'on veut sur Mélenchon, aucun problème, etc. Et le point de vue de Tirole et de Blanchard, là, dans le journal du dimanche, était parfait, écrit très simplement. Si on ferme les frontières, si on bloque les prix, on crée des pénuries, on crée encore plus d'inflation, ou du marché noir, d'ailleurs, etc., etc., etc. OK. Simplement, en face, ils ne sont pas à l'équerre du tout. Mais je trouve ça grave, pour le camp de la raison, là. D'autant que, tu vois, une chose est de parler d'un programme présidentiel où on sait très bien que c'est jamais hyper bien documenté. Mais plus grave, c'est le fait que tu n'aies pas la programmation de stabilité. On a normalement un calendrier sur la publication budgétaire qui doit envoyer à Bruxelles. Que l'on doit envoyer à Bruxelles. Donc, c'est en avril que tu as la première étape. Et puis ensuite, tu rentres dans le débat de politique sur la loi de programmation pluriannuelle des finances publiques. Là, on n'a rien eu du tout, et ça va sortir après les élections. Donc, il y a aussi une manière d'avoir entretenu le flou, certes,
par l'exposé des programmes, mais plus grave, me semble-t-il, par la manière dont a été totalement bouleversé le calendrier du travail sur la finance publique. Non, je suis d'accord, moi je trouve ça grave. Pour aller dans le sens de, on ne peut pas balayer les sujets d'un revers de main qui sont abordés par Mélenchon uniquement parce que c'est Mélenchon. On a eu la même posture sur l'Europe. Dès qu'on disait quelque chose sur les dysfonctionnements de l'Europe, on était anti-européen, on était à bannir. Exactement. On a eu les mêmes sujets sur l'immigration, on a eu les mêmes sujets sur l'endettement, le déficit public. Enfin bref, il y a une tendance du microcosme sur certains sujets à dire « Attends, t'es dans quel camp, toi ? T'es dans le camp des bien-pensants ou Donc toute critique est inacceptable. Là, dans le cas dans le cadre du JDD, je ne trouve pas l'argumentaire allant dans le bon sens. Je trouve alors attends, alors soyons précis. Parce que de quel argumentaire tu parles ? Sur l'Europe, par exemple, la fermeture des frontières, etc. Mélenchon, la NUPES dit qu'elle va traiter, négocier des règles qui sont inapplicables si le déficit n'est pas... Demander des exceptions. Elle ne dit pas « je vais sortir de l'Europe ». Elle dit « je vais, au même titre que nous le faisons déjà actuellement sur ce fameux déficit budgétaire. » Ah oui, donc tu parles du côté désobéissance. Je parle du côté désobéissance. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc Denis, t'es d'accord aussi. Quand on fait dans la caricature, du coup, on tombe dans les caricatures des deux côtés. Alors, si on fait la caricature d'un côté et de l'autre, on n'apporte aucun argument... Pas sur le blocage des prix. Non. Le blocage des prix, ça n'a... Mais il y a des choses qui sont... Le SMIC à 1 500 €, la retraite à 60 ans. Oui, mais c'est ça le socle du programme de Mélenchon. Non, mais je dis qu'il y a le programme de Mélenchon, puis il y a la NUPES. Encore une fois, il y a les socialistes dedans, il y a des choses qui sont un peu plus larges. Il y a l'exécution de tout ça. Le vrai problème de ces élections, puisqu'on est dans la phase élection, le vrai problème, c'est que on aborde le sujet de la NUPES comme si c'était que Mélenchon. Mélenchon n'est pas que au sens restrictif. Il est le leader représentant la NUPES. Mais au niveau des votes qui vont se faire à l'Assemblée, si d'aventure ils avaient un poids sur ces votes, c'est pas Mélenchon qui va donner le là. Encore une fois, c'est leur faiblesse, c'est à la fois leur force et leur faiblesse. On est sur un panorama d'opinion, qu'elle soit économique, sociale, européenne, même militaire. Très, très largement France Insoumise, quand même. Alors, j'ai pas regardé dans le détail, là, on verra leur... C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est vrai. Non, c'est pas exact. Et tu verras qu'en fonction des députés qui sont... Oui, voilà, il faudra voir au moment du... Donc, moi, il ne faut pas dramatiser ça. Par contre, il faut prendre les vrais sujets, il faut les prendre. Il faut ne pas donner de visibilité sur ce chemin, c'est effectivement prendre le boomerang de la TVA. C'était bien fait. Même s'il n'en a jamais parlé, que ce serait ça. Ouais. Je dis, la réalité, c'est de dire... Non, bien sûr, donc c'est ça le sujet, c'est que, encore une fois, on ne les traite pas et on n'a pas le droit au débat. Il n'y a pas le droit au débat, il n'y a pas le droit à en discuter. Ça, c'est très mauvais. Je suis assez d'accord avec toi. C'est ce que Tesmar et Landier avaient appelé dans un point de vue intéressant dans les Échos, le risque de l'anomie centriste. Oui, c'est-à-dire que c'était exact, c'était le même point que toi. Il y a, voilà, une sorte de débat interdit, mais alors que des débats interdits quand ils sortent du cadre de la loi, c'est une chose. Quand effectivement c'est le fonctionnement de l'Union européenne, ça pose un réel problème. Vas-y. Il y a des débats sur des solutions de politique éco, mais il faudrait déjà s'entendre sur le diagnostic. Il n'y a pas le discours de vérité sur le fait, ce dont on a parlé tout à l'heure, sur la situation de croissance qui va quand même être un peu compliquée pendant les mois qui viennent. Personne ne le dit. Et donc, ça doit déjà commencer par ça, parce que sinon, on va avoir devant nous encore une illusion que l'on peut intervenir en permanence, illusion qui est sans arrêt entretenue par le quoi qu'il en coûte que l'on va déployer. Et Nicolas te dit, c'est pas une illusion, on va pouvoir intervenir en permanence. Je pense malheureusement, je dis qu'au bout du bout, il y a un prix à tout ça, il y a un prix. Ouais. Mais je ne crois pas à la catastrophe. Voilà, je ne crois pas à la catastrophe parce que la Banque Centrale Européenne jouera le jeu, parce que le déficit budgétaire fera son travail et que la France passera pas du 7e rang au 20e rang. Ouais. Enfin, le discours de vérité sur la situation économique, je trouve qu'il serait quand même pas mal. Ah, ça se retire. Il ferait quand même du bien. Au contraire. Au contraire. Mais quoi, qu'est-ce que tu veux ? Les gens vont aller voter dans 2 jours, là. Tu veux que Bruno Le Maire se pointe sur un tarmac d'aéroport comme... Attends, et nous dire... Mais non, mais on vient. Et je vous en remercie. On vient pendant 40 minutes de dire que globalement, on était dans un brouillard total. Ouais. Tout ce que peut dire... Enfin, parce que j'en ai déjà parlé hier. Un brouillard total... mais avec beaucoup d'aspects négatifs à court terme. Ouais. Le court terme. Le brouillard, c'est est-ce que c'est pas, on ne sait pas si ça va bien se passer ou mal se passer. Ouais. Le brouillard, c'est ça va plutôt, on a plutôt un cumul de facteurs négatifs,
Et on ne sait pas quand on va en sortir et comment. Je rajoute une note à la fin pour dire, mais ça n'est pas satisfaisant, et c'est pas pour écarter le sujet, pour dire que on aura encore des ressources pour passer cette crise. Mais c'est un brouillard négatif. Sachant qu'il y a les aspects de contention du risque qui se manifestent. Là, il y a la contention donc, du risque inflation, et donc l'on va compenser avec les chèques dans tous les coins. Mais on sait aussi très bien qu'on a tout un ensemble d'enjeux qui n'ont fait que s'accumuler sur la période récente. C'est évidemment l'enjeu de la transition énergétique. On a essayé de chiffrer les éléments. 58 à 80 milliards d'euros d'investissement par an d'ici 2030. Donc ça te fait entre 2,1 et 2,9 points de PIB pour la France. On est déjà dans des contraintes d'offres maximales. Donc tu devrais injecter 2,1 à 2,9 points d'investissement additionnel. Comment est-ce que tu vas les faire physiquement ? Donc à un moment, la macroéconomie... Là, j'ai appris un truc. Attends, juste, je reprends parce que c'est des trucs que j'apprends qui sont des détails, mais qui sont quand même... nouvelle réglementation européenne sur les importations de biens, notamment anti-dumping, sur l'acier, sur les choses comme ça, etc. Et on en avait déjà parlé. La Commission européenne, donc taxe, enfin les taxes aux frontières, ne sont pas sur les produits finis, mais sur les éléments qui permettent ensuite de fabriquer ces produits. Pourquoi ? Parce qu'on considère que dans les produits finis, on a du mal en fait à calculer l'intensité carbone du produit fini, alors qu'on le peut sur une barre d'acier ou quelque chose comme ça. Résultat des courses, me disait, je ne dirais certainement pas qui c'est, des mâts d'éoliennes aujourd'hui dont on avait l'idée qu'on allait les faire assembler en France ou en Europe. Mais on ne les fait pas assembler là. Mais non, sûr. On va les faire venir, même si c'est lourd, cher, etc. et tout, mais on va les faire venir. Mais ça, c'est partie des terrible. absurdités du système. Non, mais de toute façon, même... alors, ça a des conséquences économiques, mais ça aura des conséquences juridiques. Enfin, tu vois bien le nid à contentieux que tu vas avoir sur la manière dont tu vas mesurer le contenu carbone de l'ensemble de... Bon, mais attends, parce que ce qui m'intéresse dans ce que tu dis sur la transition énergétique... Non, mais ça va encore... C'est un signe de plus que les taux d'intérêt peuvent pas remonter. Tu peux pas financer à l'échelle de l'Europe cette transition énergétique avec des taux d'intérêt... Oui, enfin, c'est un signe de plus sur le fait que pendant cette période-là, la pression budgétaire va être extrêmement forte parce qu'il n'y a pas de contrepartie, il n'y a pas vraiment de contrepartie de PIB. Non. Non. Exactement. Donc la contrepartie, c'est une contrepartie très importante, sociétale. Moi, j'étais un des premiers grands dirigeants de banque à mettre ces sujets, pas en créant des fonds verts, en les mettant vraiment dans les fondamentaux du groupe. Donc j'y suis très sensibilisé. Donc c'est important. Mais ça ne donne pas un PIB pendant toute cette période-là. Il faut que quelqu'un paie. Donc c'est dans le déficit budgétaire, et en tout cas cette politique budgétaire, c'est ceux qui payent des impôts qui le financent in fine. Donc ça c'est quand même le point majeur qu'il faut intégrer, parce que ça s'ajoute à tout ce que l'on a dit. Et ces engagements-là, pour le coup, ils sont irréversibles. On ne reportera pas sociétalement, tout le monde souhaite que ça se mette en place, et il n'y a aucun politique qui reportera ce sujet-là. Il faut remettre ces sujets dans de la macro, mais comme l'est le sujet vert, comme l'est le sujet de stratégie de défense, de tout un ensemble de dépenses nouvelles qui sont apparues au cours de la période récente. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Tu reboucles pas. Mais justement, non, mais c'est ça. Oui, mais c'est en cela que justement, c'est là que tu as besoin d'un discours qui consiste à refaire simplement de la politique en disant, voilà, il va falloir que l'on choisisse. Je vais vous dire un truc, là encore, il n'y a plus de balles de 9 mm, par exemple, en ce moment en France. Non, mais tu vois un truc point de détail, voilà, des choses comme ça, quoi. Voilà. Après, la question qu'on peut se poser, c'est de dire, dans ce brouillard négatif et tous ces enjeux à relever qui sont devant nous, qui ne seront pas dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, qui sont immédiats, c'est quoi le bon environnement, les bonnes décisions, les bons plans ? Moi, j'ose dire que c'est pas ceux des extrêmes, puisque encore une fois, notre thématique, on est dans les élections. Ouais. C'est pas la politique des extrêmes. Donc, les sujets de flexibilité sur l'emploi, par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire des secteurs qui fonctionnent, des secteurs qui fonctionneront moins bien, les sujets de la formation, les sujets de l'employabilité, du taux d'emploi, tout ce que on retrouve, des centres gauche au centre droit. Comme étant, on les retrouve souvent dans ces programmes-là, ils sont plus que jamais nécessaires à mettre en place. Je vais vous donner un exemple quand même spécifique à la France,
qui a l'avantage d'une protection sociale dont on a vu qu'elle manquait pas de pertinence et d'être un bon amortisseur. Mais quand même, là, il y a un grand groupe hôtelier parisien. L'hôtellerie, elle a subi quasiment tous les hôtels étaient fermés. Quasiment tous les hôtels. Enfin, ils ont. Non, mais je vais revenir au sujet de l'emploi. Financés. Je parle pas de. Je parle de l'activité. Ouais. Donc il y avait zéro activité. Ouais. Peu importe comment ils ont été compensés. Aujourd'hui, la machine repart. Ouais. Très fort. Avec les sujets qu'on a évoqués tout à l'heure, problème d'emploi. Ouais. C'est-à-dire que non seulement il y en a qui sont partis, mais ils n'arrivent pas à recruter. Absolument. Et quand ils recrutent, ils ont un problème de niveau de salaire. Et quand ils ont un problème de niveau de salaire pour les nouveaux entrants, ça pose un problème de niveau de salaire pour ceux qui sont déjà en place. Donc pour un grand groupe, c'est vraiment une machine infernale. Mais l'activité, elle est là aujourd'hui. Elle est là. Donc, j'allais dire naturellement, c'est pas anormal que dans cette situation, il y ait une tension et qu'il y ait un conflit social. Ben, vous avez un conflit social, donc vous avez un hôtel qui ferme. Il a été fermé pendant 2 ans. L'activité repart, donc c'est une bonne chose. Il a été compensé par des avantages publics. Bon, mieux vaut qu'il ne reparte, qu'il reparte et qu'il ne soit plus subventionné. Là, dans notre droit du travail, empêche de prendre des salariés extérieurs pour venir renforcer l'activité. Il faut fermer l'hôtel. Vous n'avez pas le droit. C'est pas que vous avez la. En l'occurrence, Nicolas, tu les trouverais pas les salariés extérieurs. Non, mais il ne faut pas. L'UMIH est en train de faire une convention avec la Tunisie pour les saisonniers là pour essayer de passer l'été. C'est pas la bonne réponse. Sinon, on est dans un système de droit du travail qui n'est pas adapté. Qui a été conçu à une époque de croissance et qui n'est pas adapté à des flexibilités comme ça. Et que tous les acteurs voudraient le faire, on ne peut pas le faire, on n'a pas le droit de le faire. Et c'est rappelé par l'administration. Vous avez l'administration, l'adresse, qui vient et qui vous dit « Je vous rappelle que vous n'avez pas le droit, pendant cette grève, d'employer des salariés de l'extérieur pour venir remplacer... » Pardon, mais heureusement, le droit de grève, j'ai assez peu de... Mais vous avez le droit de grève, c'est pas le droit de grève que je reproche. Ah mais c'est bien sûr que si, tu brises la grève en allant embaucher des supplétifs pendant que tes gars font la grève, c'est pas possible. Donc mieux vaut... Ah bah oui, c'est le droit de grève. Ah ouais, mais là on est en désaccord là. Mais là, c'est absurde. Là, je vais être plus à gauche que toi, tu vois. C'était les règles. Je savais pas que ça m'arriverait un jour. Les jaunes, on appelait, c'était comme ça qu'on les appelait à un moment. Les jaunes, oui, absolument. C'est pas possible, on peut pas. Ah si, Nicolas, le droit de grève, c'est le droit de grève. C'est pas de briser le droit de grève, c'est de maintenir l'outil de production. Non, mais tu brises le droit de grève. Mais non. Mais bien sûr que si. Il faut être devant. On est dans la crise. Si l'activité continue, la grève n'a plus d'effet. Et s'il n'y a plus d'entreprise, la grève a alors un bel effet. Mais il y aura une entreprise. Bien sûr, grand hôtel parisien. Il y aura une entreprise. Non, mais regarde ce qui m'intéresse. Faut aller dire ça au chef d'entreprise qui a mis quelques millions dans sa boîte. Mais il y aura, t'inquiète pas, ça va repartir. Écoute, il y en a un qui vient nous voir, qui vient participer à ces débats, Jean-Philippe Cartier, patron d'H8 Collection. Voilà, c'est un entrepreneur de l'hôtellerie. Et lui, il martèle que tous les hôtels ont les moyens d'augmenter tout le monde, que les marges sont confortables. Mais si, le gars pourquoi est-ce que l'hôtel ferme? Parce que le gars n'a pas voulu aligner les salaires de ceux qui étaient déjà embauchés sur ceux qu'il est en train d'embaucher. C'est ce que tu nous as expliqué. Non, pas du tout. Je dis que peu importe la raison. Je dis que dans un système où on est en pleine crise, il y a quelque chose d'anormal de ne pas pouvoir prendre les salariés pour les faire travailler alors et de fermer l'hôtel, voire mettre la situation de l'hôtel en faillite. Enfin, ça me paraît absurde. Pour prendre un autre angle, c'est un exemple que j'ai pas assez travaillé, mais que je mentionne, c'est le secteur de la construction. Qui, en fait, s'est retrouvé avec une équation qui était totalement inverse par rapport à celle que l'UMIH est en train de travailler avec la convention avec la Tunisie, qui était celle de, non pas d'aller chercher à l'extérieur, mais parce qu'ils l'avaient déjà à l'extérieur. Ça s'appelait les travailleurs détachés. Ouais. Les travailleurs détachés, ils ont disparu de la circulation avec le Covid et ils ne sont pas revenus en France. Et pour autant, l'emploi dans le secteur de la construction est désormais supérieur à ce qu'il était avant le Covid, alors que la production n'a pas augmenté. En fait, il a fallu chercher une main-d'œuvre qu'ils n'avaient pas l'habitude d'aller chercher. Ils ont adapté leurs contraintes, enfin leur méthode de recrutement, peut-être adapter un peu les horaires aussi, et ils ont fait venir un public qu'ils ne connaissaient pas. Ben, c'est bien, travaille le truc, parce que ça m'intéresse beaucoup. Mais ce qui m'intéresse, Nicolas, dans ta démarche, même si laissons de côté, mais l'idée, effectivement, à un moment, va falloir revenir à une mode de sérieux. Les lecteurs, on va dire, de centre-droit, là, qui voient Macron quand même dans des atermoiements permanents. La réforme des retraites, elle aura lieu, elle n'aura pas lieu, machin, j'en sais rien. Le quoi qu'il en coûte, et vas-y. Et le premier projet, ce sera quoi? Ce sera le projet de pouvoir d'achat, etc.
Mais c'est pour qui il va voter. Il va aller voter pour LR qui va se retrouver nouveau faiseur de roi, d'une certaine manière. Mais c'est là où il faut revenir aux fondamentaux. Je veux dire, c'est quand même ces réformes de l'État, du droit du travail, de la retraite, dans un environnement où on n'est pas le capitalisme forcené. Tu penses que Macron va les faire, toi ? Il faut les faire. Et donc, il faut quand même aller vers ceux qui les portent le plus. Après qu'il y a des atermoiements, c'est là où les contre-pouvoirs doivent jouer, etc. Mais objectivement, entre celui qui dit « je vais les faire », autant qu'on me laisse les faire, et ceux qui disent non mais je vais faire exactement l'opposé, je vais verrouiller, etc. Je veux dire, il ne faut pas se tromper. Faut pas se tromper quand même. Là sur Bismart, je suis oui, ou alors c'est des gars qui écoutent pour savoir ce que dit l'ennemi, tu vois. Mais globalement tranquille. Oui, sauf que je te dis, moi mon problème c'est que je ne l'entends plus dire je vais les faire. Voilà. Ça fait 2 mois que je ne l'entends plus dire, je vais les faire. Donc c'est là où il y a un sujet. Oui, parce que d'une certaine manière, la NUPES a imposé un peu son agenda. Ouais. C'est elle qui... La réforme des retraites, tu sais où elle en est, la réforme des retraites Où est-ce qu'on en est? Ouais, non, mais effectivement, c'est exactement ça. Quand on laisse le terrain à l'adversaire, on est obligé de venir sur son terrain. Le dernier que j'ai entendu sur la réforme des retraites, c'est Dussopt, disant, en fait, on n'en a peut-être pas besoin, parce que la réforme Touraine, elle fait le job. Hein, c'est ça qu'il a dit. La dernière déclaration officielle sur ce sujet, c'est celle-là. Donc voilà. Merci, chers amis, pour cette déclaration, pour ce débat très intéressant. Et on se retrouve demain